Ok, tout le monde m'entend correctement? Oui. Eh bien, il est un peu loin le micro. Non, 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 je pense que. Enfin, si jamais ma voix, si jamais je recule trop et que du coup vous m'entendez plus, vous me le dites. Je prendrai l'autre micro. Eh bien, bonsoir à tous et toutes, surtout visiblement, plutôt féminin quand même comme assistance. Euh, je vais essayer d'avoir un propos qui n'est pas tout à fait centré sur les deux qu'on a eu précédemment, puisqu'on va maintenant parler un peu plus d'école. C'est ce pourquoi Odile et Christelle m'ont invité, ce dont je les remercie avec un effet de malchance, puisque quand même elles m'ont invité dans un week-end où la SNCF a décidé de faire grève, ce qui moi aussi m'a du coup amené à des adaptations, mais il paraît qu'on est tous ici experts en adaptation, donc c'est vrai, à tout coup. Et en plus, c'est un week-end de Coupe du Monde, donc ça, c'est un crime que je pardonne un peu moins. Et j'ai été consterné de n'entendre parler personne de football depuis ce matin, et donc je suis un peu dans un état de sevrage violent. Donc, je me rattraperai sur RMC dès que je vous aurai quitté, c'est promis. Trêve d'ânerie, donc je vais vous parler de la phobie, mais d'un point de vue scolaire, en posant une question a priori comme ça un peu ou provocatrice ou idiote, enfin, je ne sais pas comment on peut le dire. Une question qui m'est venue quand j'ai préparé ça, la phobie scolaire est-elle le symptôme d'une école qui va mal? Évidemment, ça ne va pas m'inviter à parler clairement des causes de la phobie scolaire ou d'opérer des réductionnismes du type la phobie scolaire existe parce que l'école est ceci ou cela. Je ne me lancerai pas là-dedans. Cependant, je vais prendre prétexte de ce que je connais de la phobie scolaire et de ce que je connais de l'école pour essayer de voir deux questions, en fait. Deux questions principales qui seraient d'essayer de comprendre quand même, justement, à partir d'un certain nombre de travaux qui ont pu parler de la phobie scolaire comme maladie nosocomiale du système scolaire. C'est une expression un peu forte qui a été utilisée par un proviseur de je ne sais quel établissement de l'Ouest parisien, une expression qui laisse entendre que c'est parce que l'école est structurée comme elle est structurée que du coup, il y aurait des enfants qui en souffrent. Moi, je ne vais pas défendre ce propos-là, mais je vais essayer de montrer comment on peut quand même le penser. Et ensuite, j'essaierai de poser une autre question qui me semble plus prospective et d'un enjeu sans doute plus intéressant, qui est de savoir comment l'école française pourrait devenir un lieu d'apaisement pour les élèves qui souffrent, donc dans une dimension de prévention, un lieu qui soit évidemment un lieu d'éducation et en même temps un lieu où on prendrait soin des enfants, parce qu'après tout, la vocation de l'école n'est sans doute pas que d'instruire. Pour vous parler de tout ceci, je vais utiliser les trois points de vue qui sont les miens, qui ont fait que les choses n'ont pas été toujours simples, d'ailleurs pour moi, puisque avant d'être papa, j'étais enseignant d'histoire-géographie, et j'ai fait 15 années dans un collège de région parisienne, 15 années pendant lesquelles j'ai été absolument aveugle et sourd à la question de la phobie scolaire, dont je n'avais strictement jamais entendu parler. J'avais bien face à moi des élèves qui n'allaient pas bien, hein, mais la rigueur avec laquelle j'essayais de transmettre des connaissances me rendait absolument aveugle aux signaux un peu légers de la détresse des élèves. Alors oui, je pouvais de temps en temps me rendre compte que certains étaient en difficulté, que certains décrochaient, mais je n'avais pas les cadres qui me permettaient de penser ce qui pouvait leur arriver. Et donc, ça a été quand même pour moi une forme de découverte rétrospective de ce que certains de mes élèves avaient pu souffrir quand ma propre fille est devenue phobique scolaire, en fait. Ce que je vais vous raconter dans le premier temps de cet exposé. Le deuxième point de vue, donc, c'est celui du papa concerné, évidemment, puisque je suis le papa de Capucine qui va concentrer mon propos pendant la première partie. Et Capucine a souffert à l'école. Alors, elle n'a pas souffert qu'à l'école, hein, mais elle a souffert à l'école depuis la quatrième jusqu'à temps qu'elle en sorte. Et finalement, je ne suis pas sûr qu'elle soit guérie de l'école d'une certaine manière, mais son parcours, qui n'est ni plus dramatique que beaucoup de ceux des enfants qui sont les vôtres, ni moins dramatique par ailleurs, peut venir illustrer un certain nombre de points de passage qu'on connaît tous, sur lesquels on va essayer de réfléchir. Et puis mon troisième point de vue, c'est celui de ma deuxième carrière, puisque au bout de ces 15 années d'un ennui mortel en collège, je suis allé travailler à l'université où je suis devenu enseignant-chercheur. Et il se trouve que là, tout à fait par hasard, aller à l'université, ce n'était pas tout à fait le hasard, hein. J'ai fait une thèse, je n'ai pas eu une thèse par hasard, ça serait embêtant. Mais cette thèse-là portait sur la question de l'inclusion scolaire, qui va m'agiter un petit peu cet après-midi.
Et elle portait donc sur la question des enfants en difficulté avec la manière dont l'école fonctionne, et notamment du côté du handicap mental, qui était ma préoccupation principale, hein, comment rendre l'école plus accueillante aux élèves en situation de handicap mental. Et il se trouve que j'avais été recruté dans ce qu'on appelait encore à l'époque les IUFM, donc à Créteil, dans l'académie de Créteil, donc la région parisienne, pour former les enseignants spécialisés de l'académie dans une petite équipe. On est 7, une équipe dont j'ai pris la tête en 2011. J'ai créé un master qui s'appelle École inclusive et nous formons chaque année en gros 130 à 150 enseignants qui deviennent enseignants spécialisés et qui travaillent dans des structures, celles dont Hélène nous a parlé, par exemple en SECPA ou encore en Ulysse, et qui accueillent des enfants soit en très grande difficulté scolaire et sociale, soit dans le champ du handicap. Et il se trouve que parmi les enseignants spécialisés que je formais, j'en ai pendant plusieurs années formé certains qui sont allés ensuite travailler dans une structure qui s'appelle toujours d'ailleurs le Centre médico-pédagogique pour adolescents de Neufmoutier-en-Brie, un ancien sanatorium un peu lugubre du fin fond de la Seine-et-Marne, qui était devenu donc un hôpital pour adolescents avec à la fois une unité somatique pour des enfants qui avaient connu des accidents et une unité pédopsychiatrique pour des enfants blessés par la vie et notamment des enfants en phobie scolaire. Et donc, les enseignants que j'envoyais là-bas sont devenus, à un moment, pour certains d'entre eux, les enseignants de ma propre fille. Donc, la collision a été quand même extraordinairement brutale. Et j'ai redécouvert ce monde de l'enseignement spécialisé par les yeux de ce que ma fille y a traîné ses guêtres pendant un certain temps. Donc, c'est au travers de cette triple expérience, de papa, d'enseignant ordinaire en collège, puis de formateur d'enseignants spécialisés, que je vais essayer d'écrire un point de vue qui vaut ce qu'il vaut. Je vais donner de leçons à personne sur l'école française, sur ses difficultés, sur ses manques, et d'une manière un peu prospective sur la manière dont peut-être on pourrait pousser à ce qu'elle change à l'avenir, parce que finalement, on n'est peut-être pas obligé d'accepter que l'école continue longtemps à fonctionner comme elle fonctionne, c'est-à-dire, à mon sens, à dysfonctionner. Voilà en gros de quoi je vais essayer de causer. Pendant un temps que je n'ai pas du tout réfléchi, donc on verra si jamais je suis brutalement interrompu par l'ordre qui est à ma gauche, eh bien je me tairai pour laisser la place aux questions. Non, c'est une blague, Odile. Je m'attendais à voir Christelle, en fait. Donc, d'un point de vue un peu méthodologique, comment j'ai préparé ce truc? Je l'ai préparé avec trois axes. D'abord, raconter Capucine et l'école. Alors, ce qu'on a fait dans un bouquin, je ne vais pas reprendre le livre, ça n'a pas d'intérêt, mais je vais reprendre tel que maintenant je la pense, l'épopée de Capucine avec l'école. C'est un work in progress, c'est-à-dire que je continue à réfléchir à ces choses-là et ça s'élabore autrement au fil du temps. Il y a des choses que j'oublie, des choses que je me remémore et que j'élabore autrement. Et donc, je vais essayer de montrer que, au travers de son expérience, il n'est pas si simple d'incriminer l'école. Et en même temps, je vais essayer de dire que l'école n'est pas complètement pour rien dans certains moments de détresse qu'elle a connus au travers de choses parfois très simples, comme une parole d'enseignant qui peut blesser à mort, sans que l'enseignant se rende compte, parfois même alors que l'enseignant pense bien faire, ce qui rend les choses extrêmement compliquées et ce qui nous invite à réfléchir avec un peu de finesse, justement, à ce qu'est le rôle d'un enseignant dans cette école aujourd'hui. Je vais également livrer les résultats d'une micro-enquête que j'ai conduite pour préparer cette conférence auprès de 50 enseignants, non pas spécialisés, mais des enseignants tout à fait, donc des futurs professeurs des écoles que je forme cette année. Donc, ils sont soit en M1, soit en M2 du master MEF, donc des futurs profs des écoles qui seront dès l'année prochaine en classe et à qui j'ai adressé un questionnaire assez simple dans lequel je les demande de me causer de ce qu'ils savent de la phobie scolaire, de la manière dont ils pensent le lien entre école et phobie scolaire et de la manière dont ils pensent la possibilité pour l'école de s'amender. C'était en gros les trois questions que je leur ai posées. J'avais conduit pour le livre une enquête à peu près similaire il y a 3 ou 4 ans maintenant, ce qui me donne un peu de recul pour voir si les choses avancent et si notamment en formation, puisque c'est quand même ça le nerf de la guerre, c'est former des nouveaux enseignants, la thématique de la phobie scolaire, donc là, une compréhension plus fine des enfants à l'école, progresse ou ne progresse pas. Et donc, je vous livrerai mes analyses, entre guillemets,
autour de ça. Et puis, le dernier était qui est le mien, ce sont mes recherches plus générales sur ce qu'est l'école inclusive, parce qu'il me semble qu'on peut faire un lien clair entre la phobie scolaire et une école qui n'est absolument pas inclusive, quoi qu'elle prétende l'être. Puisque pour mémoire, depuis 2013, il est inscrit dans la loi Payon, loi de refondation de l'école de la République, que l'école est inclusive. Bon, comme en France, on a une tendance à se payer de mots, il est bon d'essayer de voir quand même, au-delà de ces effets de langage, ce qu'il en est réellement et comment, justement, en marchant vers une école plus inclusive, on pourrait en même temps travailler à une école qui soit moins dure aux élèves vulnérables. C'est un peu ça l'idée que je cherche à défendre dans mes recherches. Ces préliminaires dit, passons tout de suite à la première partie. Donc, j'ai fait ça comme un universitaire, hein. 3 parties, c'est ultra classique. Il me faut mes contenants de pensée à moi aussi, mes cadres, mes machins. La première partie n'a pas été la plus simple, hein, parce que d'un certain point de vue, j'en ai souvent ras-le-bol de parler de Capucine. Et parfois même, il m'arrive d'avoir ras-le-bol de parler à Capucine. Ça fait partie des mouvements par lesquels on est traversé. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas facile de répondre à une sollicitation telle que celle d'aujourd'hui, qui est de venir s'exposer. Alors, on l'a fait dans le livre. Alors, je n'ai aucun crédit à dire que c'est compliqué à faire, puisque voilà, on l'a fait de cette manière-là, qu'on a fait des émissions de radio, même aller à la télé. Enfin, bon, bref, on a joué le jeu, donc je vais continuer à jouer le jeu. Et donc, j'ai repris ce qui me reste maintenant des grandes étapes de sa scolarité, en ayant comme indice que à chaque étape, il y a eu une merdouille quelque part, et que la compilation de toutes ces petites détresses successives, aujourd'hui, fait le portrait d'une scolarité chaotique, qui est emblématique de la scolarité de beaucoup d'enfants, en fait. Et peut-être qu'au travers de Capucine, vous allez reconnaître le parcours de vos propres enfants. Alors, pour Capucine, alors nous, on n'a pas compris, quand je dis nous, c'est sa mère et moi, on n'a pas compris tout de suite que les choses étaient difficiles, et pourtant, dès l'entrée à l'école maternelle, Capucine a manifesté une dent contre l'école, au sens figuré, puisqu'elle a immédiatement indiqué qu'elle ne voulait pas y aller. Alors, on pourrait parler d'anxiété de séparation, toute chose qui nous échappait par ailleurs à l'époque, hein. On pourrait parler de tas de choses. Elle ne voulait pas y aller, puis elle était prise en main par la maîtresse de la maternelle qui lui a fait comprendre que sa place était à l'école. La maternelle a fait son travail, donc Capucine a fini par céder. Mais on voit déjà qu'une tension s'était créée de manière assez immédiate, et très rapidement, la maîtresse nous a informé de ce que Capucine était absolument incapable de se socialiser, de parler à d'autres enfants, et encore moins capable dans la cour de récréation de quitter ses jupons. Et donc, la maîtresse était un peu excédée, nous a convoqués, nous a dit que ça serait bien qu'elle aille jouer, que ça suffisait les conneries. Donc, Capucine, en bonne gamine, a obéi, parce que les enfants, quand même, obéissent. C'est l'un de leurs problèmes principaux, sans doute d'ailleurs. Et donc, elle a décidé d'aller jouer, et immédiatement, lors du premier jeu, elle était percutée par un autre gamin, elle est tombée, et elle a perdu une dent dans la cour de récréation. Donc ça signe son entrée à l'école, dont elle se souvient avec une acuité infiniment plus grande que la mienne. Et ce qui est assez amusant, c'est que longtemps, elle nous a demandé à retrouver cette dent à l'école. Évidemment, nous ne l'avons jamais fait, comme s'il y avait moyen pour elle de réparer cet accident. Donc le départ était plutôt compliqué. Nous avons été plutôt ignorant de cette difficulté-là, en se disant que tous les enfants ont passé par là, plus ou moins, que la socialisation, c'est toujours un peu une souffrance, qu'il fallait bien s'y faire. Alors, elle s'y est faite, elle est devenue une élève adaptée à l'école élémentaire, avec des résultats très, très bons. Elle a tout de suite montré qu'elle n'avait finalement que peu d'appétence pour l'école, mais un cerveau qui fonctionnait bien, qui la rendait capable de souscrire aux demandes scolaires et d'y répondre d'une manière positive, ce qui lui évitait donc du coup les ennuis. Donc ça, c'était une première forme d'adaptation. Et cette forme d'adaptation s'est effritée progressivement au collège. Alors au collège, nous avons été encore plus aveugles d'une certaine manière qu'à l'école élémentaire, parce que nous avons mis sous la coupe de l'adolescence toutes les perturbations que nous avons commencé à entreapercevoir. Nous nous sommes dit qu'il était normal que de temps en temps elle sèche, que de temps en temps on nous la signale comme bruyante en cours, ou trop effacée. Elle avait les deux figures tour à tour. On s'est dit qu'elle faisait là sa crise d'adolescence dans un répertoire psychologisant un peu facile. Et donc, du coup, on ne s'est pas dit qu'il fallait peut-être y regarder autrement et réfléchir à ce qui était en train de se passer. Et pourtant, le décrochage était en train de se réaliser, s'il le décrirait comme ça aujourd'hui, dès la 4e.
Alors, vous parliez tout à l'heure, Hélène, de maux de ventre. Pour Capucine, les choses ont commencé exactement comme ça, et de manière assez... Nous, on s'en souvient très bien parce qu'elle nous disait qu'elle avait horreur des évaluations parce que son ventre gargouillait. Donc, ça nous semblait drôle, et on passait ça... ou alors on lui donnait un peu de charbon, voilà, puis ça fait l'affaire. Mais en fait, ça faisait strictement pas l'affaire. Ces gargouillis l'indisposaient parce qu'elle avait l'impression que l'ensemble de la classe l'entendait et la regardait, un peu comme le tramway tout à l'heure de votre patient qui a l'impression que tout le monde le regarde. Eh bien, elle, c'était ça. Donc, l'évaluation, c'est le moment où, dans le silence, on va entendre mon ventre, on va donc me regarder, et honte sur moi, je vais me sentir humilié. Donc, du coup, si je pouvais commencer à éviter ces moments-là, ça ne serait pas plus mal. Et donc, effectivement, elle est rentrée dans des stratégies d'évitement, plus ou moins en direction du collège, hein, qui les a vus un peu. Nous, on ne les a pas trop vus, parce qu'elle les a masqués très fortement. Et elle est rentrée, donc, du coup, dans des stratégies d'évitement de plus en plus importantes, avec des cours séchés, une inappétence scolaire de plus en plus déclarée, et surtout la décision de ne pas aller aussi au lycée général, alors qu'elle avait 16 de moyenne. Alors là, on a commencé à tiquer un peu. On s'est dit, bon, sa maman est enseignante aussi, bon, deux enseignants, on connaît, on savait que si elle allait en lycée pro, c'était en Seine-Saint-Denis. On commençait à réfléchir en se disant que c'était peut-être pas l'idée du siècle. Et là, le conflit s'est déclaré, en fait. C'est-à-dire que Capucine a décidé de tenir mordicus contre nous en nous disant qu'il était hors de question qu'elle fasse des études longues. Elle nous a embobiné ça dans des beaux discours du type « moi, je veux être indépendante, je veux travailler vite, je veux gagner de l'argent, je veux partir de la maison, je ne suis pas faite pour faire des longues études ». En fait, elle ne voulait pas souffrir trop longtemps. C'était ça qu'il fallait entendre et que nous n'avons pas entendu. Nous avons donc évidemment cédé. Elle a décidé d'aller en lycée professionnel et elle s'est inscrite dans une formation, un CAP cosmétique esthétique. C'est comme ça que ça s'appelait. Où très rapidement, elle a montré à la fois des choses très rassurantes pour nous. Le lycée était à Saint-Denis même. Nous, nous habitions sur le terminus de la ligne B, donc elle prenait le RER tous les matins à 14 ans pour aller à Saint-Denis, dans des conditions pas toujours simples. On s'est dit, waouh, en fait, elle est hyper balèze, notre fille. Mais en fait, ça se passait très, très mal. Ça lui a demandé un effort plus grand tous les jours. Elle allait dans un lycée privé dans lequel la pression était absolument insoutenable. À titre d'exemple, une enseignante demandait aux élèves, avant les ateliers pratiques sur la question de l'épilation, de montrer en échancrant leurs sous-vêtements comment elles étaient bien ou mal épilées. Voilà, c'est ce que j'appelle moi du sadisme ordinaire, d'une enseignante zélée qui croyait instruire en humiliant. Ça a provoqué le premier décrochage revendiqué de Capucine, qui est revenu de ce cours-là en nous disant « fuck, j'irai plus jamais, je veux plus voir l'autre conne ». Bon. Ce à quoi nous avons répondu « ah bah oui, je crois que tu n'iras plus jamais voir l'autre conne ». Effectivement, donc nous sommes allés voir l'autre conne à qui nous avons fait un sort. Et nous avons dit à Capucine, eh bien, très bien, tu ne finiras pas ton année. Et là, Capucine est entrée, une dépression nous est apparue clairement. C'est-à-dire que là, comme nous ont dit les psychiatres après, elle est devenue clinophile, comme ça qu'on dit, amoureuse de son lit. Elle campait littéralement dans son lit, amoureuse de ses odeurs, de sa chambre, de sa grotte. Donc là, elle a commencé à se désocialiser, à rompre avec ses amis, à rompre avec nous, c'est-à-dire à être provocante, chiante, pour parler clairement. Nous, on n'y comprenait pas grand-chose, mais comme nous avons des ressources, comme Bourdieu parlerait de capital culturel, nous étions enseignants tous les deux, nous savions qu'il y avait un moyen de la réinscrire en lycée ordinaire. Voilà, finalement, son échec nous donnait justice de notre vœu premier. Et donc, ma grande, tu vas retourner au lycée. Et le lycée du coin, coup de bol, un lycée assez de bon niveau, était dirigé par un ami à moi, un collègue d'histoire-géographie devenu proviseur, à qui j'ai demandé de la réinscrire dès son échec. Comme ça, il n'y a pas eu de forme de déscolarisation, comme ça, personne ne nous a enquiquinés. Donc, il l'a réinscrite en blanc dans une classe qu'elle n'a jamais fréquentée pour terminer une seconde qu'elle n'a pas faite et pour l'autoriser à y redoubler. C'était plutôt malin, bien joué.
Et donc, l'année suivante, elle entame sa seconde générale dans cet établissement, qui se trouve à 20 km de la maison. Elle ne veut pas y aller en bus. Signe d'alerte. Là, je commence à me dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Je ne comprends pas pourquoi elle a accepté de prendre le RER B pendant 6 mois pour refuser de prendre un bus pour aller à 20 minutes de la maison. Là, je me suis dit qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Mais je me suis moi-même hyper adapté en me disant que j'allais l'emmener tous les jours, quitte à faire un détour d'une demi-heure avant de faire mon heure et demie pour aller à Créteil. Donc, ces hyper-adaptations laissent entendre à quel point nous sommes déjà dans un radeau qui est en train de s'échouer. Et Capucine va faire des efforts tout à fait monstrueux en termes de travail pendant, allez, quoi, 1 mois et demi. On la voit à la maison, hein, active, faisant ses devoirs, nous sollicitant, etc., essayant de comprendre les méthodes. Mon collègue, mon pote, l'avait mise dans la meilleure des secondes, croyant bien faire, en fait, hein, croyant qu'elle serait protégée. En fait, il ne l'avait mise que dans la seconde où la pression serait la plus forte, avec un ensemble de bolos, comme Capucine disait, donc d'intellectuels, dont la compétition était d'avoir des notes entre 18 et 18,5. Bon. Pour Capucine, le choc entre Saint-Denis et les poils et la seconde générale et 18,5 a été un peu violent, ce qui fait que très vite, elle s'est mise à tricher. C'est-à-dire que le matin, je faisais mine de rien, je l'emmenais, je la déposais à 200 mètres du lycée parce qu'il ne faut pas déconner quand même, me disait-elle. Et elle n'entrait pas au lycée, tout simplement. Ou alors, elle entrait au lycée et elle se perdait. Ça, c'est ce qu'elle nous racontait après. C'était un des symptômes par lesquels on a pu commencer à comprendre quelque chose. Elle était parfaitement désorientée dans ce lycée qu'elle connaissait très bien. Elle était désorientée dans les dédales du lycée. Et est venu le conseil de classe du premier trimestre, auquel je n'ai pas participé, mais on est allé à la restitution des bulletins le lundi soir qui a suivi. C'était à peu près le même temps qu'aujourd'hui. C'était extrêmement cafardeux. Seine-et-Marne, en décembre, tout ça, c'est moyen. 18h, et puis donc là, on est tombé sur son prof de musique qui se trouvait être son prof principal, un type qui n'avait strictement rien à dire, sauf que, bah voilà, Capucine a 10 de moyenne, avertissement travail. Donc là, on est tombé de l'échelle. 10 de moyenne, j'avais envie de sabrer de champagne. Je me disais que, grand Dieu, c'était quand même beaucoup pour une gamine qui venait de passer 1 an à rien fiche en lycée pro et qui, du coup, là, raccrochait quelque chose avec une énergie que je saluais. Et tout d'un coup, le conseil de classe disait qu'elle n'avait pas suffisamment bossé. J'ai demandé des comptes à la seconde prof principale de la classe. Lui, il était un peu trop évanescent, et donc l'autre était la prof de français plus impliquée. Donc je suis allé la voir, je lui ai dit, mais pourquoi avez-vous mis un avertissement travail? Elle m'a dit, bah, écoutez, dans une classe où les gamins ont 15 de moyenne, votre fille ne travaille pas par rapport à eux. Donc c'est bien par rapport à une moyenne qu'ils l'ont étalonnée, non pas par rapport à ses besoins. Ce qui est absolument insupportable dans cette histoire, c'est que le lycée, c'est-à-dire mon pote, et l'ensemble de l'équipe éducative de cette classe était parfaitement au courant du parcours de Capucine en lycée pro et du traumatisme qu'elle avait rencontré et des besoins qu'elle avait et que j'avais pris soin de dénoncer. C'est-à-dire que j'avais dit, voilà, c'est une gamine dont on est en train de découvrir la fragilité, il serait bon peut-être de la soutenir, de la valoriser. Donc l'avertissement au travail était conçu par eux comme l'idée d'un soutien. C'est-à-dire que je te donne une petite claque au cul, tu verras, ça ira mieux après. C'est la morale traditionnelle. Ça serait drôle si ce n'était pas tragique, en fait, parce que dans la semaine qui a suivi, Capucine a appris, enfin dans la même semaine, c'était le mercredi, elle souffrait d'une double scoliose qui n'a pas été pour rien, hein, dans le développement de toutes ces emmerdes au collège, parce qu'un dos en V, un dos en S, pardon, ce n'est pas hyper pratique quand on pense que tout le monde vous regarde sans arrêt. Donc Capucine refusait de se déshabiller en classe. Donc elle était régulièrement sanctionnée par les enseignants qui étaient suffisamment rigide pour penser qu'un enfant doit enlever son manteau en classe, sinon il fait un impair. Bon, donc l'impair de Capucine était de ne pas vouloir montrer les déformations de son dos en classe. Et on avait rendez-vous à Debré ce jour-là, ce mercredi, et le médecin nous a dit la courbure a dépassé 55 degrés, il faut lui opérer la colonne vertébrale. Voilà. Donc à partir de là, les choses sont pour Capucine devenues extrêmement compliquées. Hein. Donc là, l'avertissement de travail, l'échec l'année précédente, la perspective de l'opération, la dépression devenue solide. On est allé voir un psychiatre très rapidement qui, à peu près en 10 minutes d'écoute hyper attentive, nous a mis phobie scolaire sur un bout de papier, un coup de tampon, et nous a laissé vaquer à nos occupations. Donc à partir de là, la déscolarisation a été en place, ce que nous avons accepté avec joie, eu égard aux difficultés que vous connaissez tous. C'est-à-dire que le samedi matin qui a suivi, hein, elle avait EPS, et donc je me lève, je la lève, et elle ne veut pas se lever.
Et je comprends, parce qu'elles m'ont dit quelque chose, que pour elles, il est hors de question d'aller courir dans un gymnase en t-shirt et à montrer son dos tordu. Et à partir de là, c'était terminé. L'école a été pour elles terminée. Donc, phobie scolaire, dépression, tout ce qui va avec. L'opération, c'était 3 mois plus tard, donc notre énergie a été concentrée sur l'arthrodèse, qui quand même, donc elle a une colonne vertébrale figée quasiment sur toute la hauteur. L'opération s'est très bien passée. La rééducation a été un moment où on a vu que les choses allaient être très compliquées parce qu'elle a été dans un centre de rééducation où il y avait une scolarité organisée et où elle a refusé d'aller à la scolarité organisée, prétextant ses souffrances, ses douleurs de dos, etc. Donc là, nous, on a su que les choses venaient tendues. Dans le même temps, on avait déposé un dossier d'admission sur conseil de cette fameuse psychiatre qu'on a vue 2 fois en tout, au CMPA Neufmoutier-en-Brie, là où donc j'envoyais des enseignants. Structure que j'avais visitée plusieurs fois par ailleurs, mais où j'ignorais qu'il y avait une aile psychiatrique en fait. Et son dossier a été instruit pendant 10 mois, pendant lesquels elle est soit restée à la maison, elle a essayé de terminer son année de seconde par le CNED, puis son année de première par le CNED. Alors, ses parents ont très brillamment réussi son année de première par le CNED, ce qui nous a réconfortés quand même. Vous voyez, on a les satisfactions qu'on peut, donc on a été bon. Voire même, on s'est complété. J'ai laissé les maths à ma femme qui m'a laissé le français. Enfin, c'était une forme d'harmonie retrouvée, c'était magnifique. Et puis, elle est allée passer 3 mois aux États-Unis parce que, comme là aussi, nous faisons partie des gens qui ont de la chance. Nous avons un peu d'argent, des ressources et de la famille qui vit aux États-Unis. Et on s'est dit que ça serait bien qu'elle ne glande pas trop longtemps à la maison en attendant d'aller au CMPA. Et donc, on l'a envoyée chez son oncle dans le Missouri. L'Amérique profonde. Et là, elle a accepté tout à fait incroyablement de s'inscrire à l'Université de Saint-Louis pour prendre des cours d'anglais de manière intensive, tous les jours, 4 heures par jour, tous les matins, où elle prenait depuis sa petite banlieue repue et blanche le métro pour traverser les quartiers noirs de Saint-Louis avant d'arriver là-bas. Donc, un truc très inquiétant. Enfin, le RER B à côté, c'est de la poésie. Et elle a fait ça sans broncher. Alors, ce qui représente toujours pour moi une zone d'énigme, je ne vous le cache pas. Et elle a obtenu là-bas à la fois un certificat d'excellence en anglais et, plus amusant encore, un certificat de présence, parce qu'elle n'a manqué aucune heure. Bon. Si ce n'est pas du foutage de gueule, je ne sais pas comment on appelle ça. Je vous passe quelques détails croustillants avec la douane américaine que je pourrais vous raconter autour d'une clope après. Mais bon. Elle est donc revenue des États-Unis et nous, on pensait qu'elle était regonflée, en fait. On pensait que quelque chose, elle s'était extrait du milieu familial qui n'allait pas bien à cette époque-là. On traversait un moment de tension. Enfin bon, bref, on s'était dit que les choses s'étaient calmées, aplanies, qu'elle avait retrouvé le goût à l'apprentissage. Tous les signaux qu'elle nous envoyait depuis le Missouri étaient positifs, au téléphone, tout ça. Enfin, nous, on la trouvait vraiment bien. Bon, en fait, elle fumait du shit avec son oncle, ça, on ne le savait pas. Bon, c'est peut-être pour ça qu'elle allait bien. Peut-être. Elle était plus détendue, c'est sûr. Nous n'avions pas cette licence-là à la maison. Donc, arrivée en France, elle a eu la chance de recevoir sa notification pour aller au CMPA quasiment aussitôt. Donc là, on était en novembre ou décembre. Et donc, elle a commencé un périple d'1 an et demi dans cet endroit qui est en fait donc un soin-études, dont je vais vous décrire un peu le fonctionnement. Et là aussi, ça a été à la fois chaotique et finalement assez salutaire. Alors, chaotique parce que les débuts ont été très, très mauvais. Alors, en fait, quoi qu'il ne travaille pas en référence à la TCC dans cet endroit-là, il travaille aussi en réhabituant progressivement les enfants à fréquenter l'aile scolaire. En fait, il y a un étage psy et en dessous, il y a un lycée, avec les rituels ordinaires d'un lycée, une sonnerie, d'un CPE, des surveillants, et voilà, et des classes. Et des enseignants spécialisés, tous formés, alors non pas à la TCC, mais en tout cas à des formes de bienveillance, de valorisation, d'adaptation des cours.
et des enseignants assez remarquables, il faut le dire. J'ai vu là-bas des enseignants vraiment remarquables. Capucine, très rapidement, a compris que le contrat, puisque c'était ça le contrat du soin-études, c'était « Ok, tu es en hospitalisation de semaine, dans le but de reprendre quelques heures de cours dans la semaine, et si tu ne peux pas, tu n'as plus ta place ici, tu prends la place de quelqu'un qui, lui, pourrait. » Et évidemment, rien que dire cette pression-là, elle l'a fait chuter de manière quasi immédiate. C'est-à-dire qu'elle a dû aller 2 heures en cours, elle est remontée, elle a fait une crise d'angoisse et elle s'est tailladé le bras. Donc là, on nous a appelés, on nous a dit bah, elle n'a pas sa place ici, on la lui garde cependant, mais elle va aller se reposer en hôpital psychiatrique pour adultes. Elle allait avoir 18 ans quelques mois plus tard, donc ils ont trouvé judicieux de l'envoyer dans une clinique psychiatrique pour adultes, où elle est allée se reposer 3 mois. Quand je dis se reposer, c'est se reposer avec des médocs, pour parler clairement, et rien. Le vide, mais un vide qui lui a fait du bien finalement, et puis le vide, il était peuplé de rencontres avec des gens cassés par la vie. Mais curieusement, ces gens lui ont fait beaucoup de bien. C'est-à-dire que ce dont elle se souvient, c'est des nuits à se cacher sur un balcon, fumer des clopes, écouter de la musique avec un vieux producteur de musique halluciné et sans doute un peu cramé par divers drogues qui lui parlaient de rock'n'roll et d'autres choses. Elle côtoyait des vieilles dames malheureuses en robe de chambre, elle côtoyait de jeunes gens éperdus par la drogue et toutes sortes de choses de ce genre-là. Et elle a découvert que finalement, elle n'allait pas trop mal en fait. Donc, elle a commencé à prendre un peu de distance, à moins se regarder le nombril, je vais dire ça comme ça, c'est pas très sympa, mais quand même, il y a de ça, en fait. Et un soir, elle a dit, bah voilà, je rentre au CMPA, c'est bon, ça va mieux, je pense que je peux aller en cours. Et effectivement, à partir de là, elle a accepté la donne au CMPA. Elle a accepté la donne, c'est-à-dire qu'elle a accepté d'aller en cours tous les matins, dans les cours qu'elle sélectionnait, c'est-à-dire elle allait là où elle avait envie d'aller. Dans un premier temps, dans des classes sans aucune forme d'évaluation. C'est pour ça que ça m'a fait un peu tiquer le coup du rendu des évaluations dans votre unité, le fait d'avoir des évaluations notées en rouge, tout ça. Bon, là, pour le coup, elle, c'était un truc qu'il était hors de question qu'elle ait ça. Donc, dans un premier temps, il n'y avait pas d'évaluation. Et il travaillait sur des objets qu'elle avait envie de bosser, quoi. Et puis, petit à petit, ils l'ont amené à définir un projet professionnel. Ils l'ont préparé au bac français, qu'elle a refusé de passer. Bon. Puis l'année d'après, c'est-à-dire sa terminale, la perspective du bac arrivait. Donc, ils ont commencé à la préparer au bac. Et puis, dans ce qui nous a paru à la fois une adaptation et une forme d'évitement, elle a dit bah non, moi, je ne veux pas le bac. Je vais faire un diplôme d'auxiliaire de puériculture. Alors, on ne sait pas d'où c'est tombé, en fait, cette idée-là. Alors, elle a dû chercher sur Internet une formation qui soit ni le bac, ni longue. Mais oui, mais oui. Ni le bac ni longue, et donc qui cependant l'a remise au boulot parce que donc elle a été cornaquée par une prof de SVT qui était avec elle comme un cerbère, c'est-à-dire qu'elle lui a pas lâché, elle l'a pas lâché, elle lui a fait travailler l'ensemble des programmes de SVT qui pouvaient la préparer au concours des écoles parisiennes qui dispensaient cette formation. Donc là, elle s'est remise dans un rythme de travail. La sertraline faisant son effet en même temps, elle commençait à être un peu mieux, moins angoissée. Elle n'a pas récidivé de crise de scarification. Elle a repris une alimentation à peu près ordinaire, parce que là aussi, c'était compliqué. Elle a repris un sommeil à peu près ordinaire. Ouais. Bref, elle s'est normalisée. Et un jour, un mois avant de passer les épreuves, elle nous a dit bah, « je sors, c'est fini, je sors ». Bon, là, nous, on a fouetté sérieusement quand même. Hein. On était moyennement prêts, au bout d'1 an et demi, à la voir revenir, parce qu'on pensait que ce n'était pas terminé. Cependant, elle est revenue, elle a passé 4 écoles, 4 concours, elle a réussi les 4. Sur les 4, elle a passé 4 oraux, alors on a réussi 3, donc elle avait le choix entre 3 écoles. Elle a donc choisi l'une de ces 3 écoles qui lui semblait la plus sécurisante. Alors, privée, petits effectifs, elle avait ses critères à elle, en fait. Hein. Et on voit que ces critères sont toujours ajustés à ces angoisses dont elle anticipait le retour, évidemment. Parce que, évidemment, ça se passe dans un lycée, cette formation d'auxiliaire de puériculture. Donc, voilà. Donc, l'année commence, et dans sa chance, l'année de formation commence, dans sa chance, l'année a été interrompue par le Covid, ce qui fait que la moitié de sa formation a eu lieu à distance. C'est les malices de l'histoire. Donc, finalement, là où elle commençait à peiner à aller le matin en RER dans son lycée, tout d'un coup, un virus chinois l'a sortie d'un guêpier, et elle a fini sa formation à la maison. Ça s'est plutôt bien passé. Elle a trouvé du travail tout de suite après.
Et d'une certaine manière, c'est la fin de son épopée scolaire, hein, puisqu'elle a donc un diplôme, elle est sortie finalement du système avec un diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture, une place dans une crèche de Seine-Saint-Denis, dans laquelle elle a travaillé 5 mois avant de s'effondrer du jour au lendemain en burn-out, comme nous a dit une nouvelle psychiatre qui l'a arrêtée, et Capucine n'est jamais retournée au travail, dans ce travail-là en tout cas. Euh, pour des raisons qu'elle n'expliquerait pas aujourd'hui autrement que l'immense pression que représentait pour elle de s'occuper toute la journée de 6 bambins dans des conditions de dénuement financier de la crèche, de manque de personnel, enfin tout ce qu'on connaît, quoi. Bon. Et pour elle, c'était une pression qu'elle ne pouvait pas soutenir. Et du coup, eh bien, elle a réussi un truc assez stupéfiant, c'est-à-dire à trouver un boulot qui soit compatible avec certaines de ses difficultés, c'est-à-dire dormir la nuit, c'est difficile. Alors pourquoi pas travailler la nuit? Et donc, elle a décidé de devenir du jour au lendemain barmaid dans un bar de nuit à Bastille, à Paris, sans doute un des endroits les plus rudes qui soient par ailleurs, où elle a montré d'immenses compétences de relations sociales, de leadership, de capacité à mettre la viande saoule dehors à couper dans le derrière à 5 heures du matin. Elle a appris également à boire comme un trou, ce qui sans doute remplace la sertraline d'une certaine manière. Ce qui n'est, je le dis en rigolant, hein, ça reste sans doute le point d'angoisse majeur de ses parents et d'elle-même. Et aujourd'hui, elle est devenue responsable dans un bar, avec un niveau de responsabilité très grand, hein, puisqu'elle gère tout, depuis les finances jusqu'à la gestion des soirées, du personnel, la relation avec les flics et le voisinage. Mais elle s'y épuise, évidemment. Bon. Et l'histoire scolaire est finie, l'histoire de Capucine n'est pas terminée. Là, elle ne va pas très bien, comme je le disais à Odile avant de venir, puisqu'elle est en train de se séparer du mec qu'elle a trouvé, qui n'a rien trouvé de mieux que de la cogner dans un moment de colère. Voilà, donc on ne sort jamais complètement de la difficulté, mais néanmoins, et c'est sans doute la lueur d'espoir, Capucine manifeste à chaque fois des capacités d'adaptation et de rebond, et d'un désir très grand de vivre, qui fait qu'à chaque fois, d'une certaine manière, elle s'en sort, d'une manière qui n'est jamais celle que ses parents souhaitent. C'est une évidence, hein, et je pense que vous faites tous l'épreuve de ces deuils successifs. Donc, si on fait le bilan de l'école et de Capucine, moi, ce dont j'ai eu l'impression quand même, c'est que l'école est particulièrement dure aux faibles. En tout cas, elle a été avec elle dure quand elle était faible. Et ça me semble un trait constitutif de ce que j'appelle le sadisme enseignant et dont je reparlerai un peu plus loin. Ah ben non, c'est maintenant que j'en reparle d'ailleurs. Et à cet endroit-là, d'ailleurs, sadisme enseignant que j'ai entendu plusieurs fois, alors pour elle, mais que j'ai entendu pour des tas d'autres élèves, moi, quand je conduis des ateliers d'analyse de pratique avec les enseignants que je forme, hein, où je les entends dire des horreurs hein, à propos des gamins, c'est l'envers de la médaille. Il y a ce qu'on voit en tant que parents, il y a ce que nous autres professionnels entendons, que disent les enseignants eux-mêmes. Et donc, cette question du sadisme enseignant, je ne suis pas en train de dire que les enseignants sont sadiques, je suis en train de dire que parfois, ils disent des choses qui sont de véritables agressions contre l'estime de soi des enfants et que quelques petites phrases bien senties peuvent faire chuter un gamin très bas, très profondément, très rapidement. Et que les enseignants, couverts par une sorte de morale traditionnelle un peu rude, pensent que ça leur fait du bien d'être ainsi secoués. Et il y a là un impensé de l'école française qui, moi, me reste en travers de la gorge et auquel j'essaie d'alerter les collègues que je forme en leur disant qu'ils ont l'immense pouvoir de casser des gamins avec pas grand-chose, en fait. Un geste déplacé lors d'une séance d'épilation, et c'est l'effondrement pour ma gamine, mais pour d'autres aussi. Un avertissement de travail pour une gamine qui est la moyenne dans une classe élitiste, c'est aussi une forme d'agression, et un gamin peut tomber à cause de ça. Bref, dans ce parcours, il y a aussi une idée positive, à savoir qu'il existe des manières de faire classe autres que celles qu'on connaît, et notamment celles que j'ai rencontrées au CMPA et que je vois dans d'autres endroits. Hein. Donc des pédagogies que je vais décrire comme adaptées très rapidement, où tout d'un coup, ce qui est au cœur de la préoccupation des enseignants, c'est non pas la culture du résultat, c'est non pas la performance, c'est non pas leur propre rapport à la réussite de leurs élèves qui viendrait les signifier comme bons enseignants, mais c'est leur capacité à prendre l'élève là où il en est et à l'emmener dans un ailleurs qui est là où l'élève peut aller et non pas là où il fantasme de les emmener. Donc ça, c'est peut-être à ça qu'il faudrait réfléchir. Et puis, il y a une autre question que je me pose, et je reviendrai là-dessus plus tard, qui est celle du bac, comme horizon indépassable de l'école française. Nous autres parents de Capucine,
enseignants, par ailleurs, avons été évidemment très pris dans cette idée que l'école a pour but de passer le bac. Et finalement, avec un peu de recul, je me demande à quel point ce n'est pas un peu stupide, d'un certain point de vue, que d'entretenir des enfants dans l'idée, dès l'école élémentaire, que l'horizon vers lequel ils se tendent, c'est un examen pour lequel à la fois on leur dira que 80% de la classe d'âge l'aura, et qu'en même temps, il reste un sésame obligatoire pour valoir quelque chose dans cette société, voire pour aller à l'université. Donc, on cultive là des ambiguïtés qui, moi, me semblent problématiques, et peut-être que là aussi, on pourrait réfléchir à penser autrement la fin de l'école en France. Je ne veux pas dire en finir avec l'école, hein, mais la fin de la scolarité. Donc, répondons à la deuxième question. Est-ce que l'école, dans tout ça, est cause de phobie scolaire? Alors, c'est la question que j'ai posée aux enseignants que je forme. Et pour eux, il n'y a pas photo. Hein. Pour les jeunes profs, la phobie scolaire, c'est la maladie de l'école. C'est tout à fait sidérant parce que je n'avais pas entendu ça de manière aussi violente il y a 4 ans lors de ma première enquête. Et là, les jeunes profs sont unanimes. Là où il y a phobie scolaire, en fait, il y a eu école maltraitante. Ils font un lien direct de cause à effet. Ce qui est évidemment très réducteur, mais ils éliminent toute autre forme de cause. Bon, donc c'est le système scolaire dans lequel ils vont se précipiter comme jeunes profs l'année prochaine, qui, à leurs yeux, leur semble facteur de la souffrance des gamins. Bon. Autre point vachement intéressant, j'aurais dû commencer par celui-là d'ailleurs, j'ai noté une très nette amélioration de la connaissance de la thématique phobie scolaire aujourd'hui par rapport à il y a 4 ans. Alors, il y a sans doute à se féliciter du côté d'une association comme la vôtre, de ce que, effectivement, dans les médias, on en parle. Hein, et du coup, en bas, les choses arrivent. C'est-à-dire que je n'ai pas rencontré une seule nana dans ce master qui n'ait pas entendu parler de phobie scolaire. Et parfois même, et ça c'est plus inquiétant, au titre d'un proche qui en souffrirait. Ce que je n'avais pas eu il y a 4 ans. Il y a 4 ans, une jeune prof disait avoir une sœur qui avait souffert de phobie scolaire. Là, j'ai eu plusieurs enseignantes qui m'ont dit « bah oui, j'ai vu ça autour de moi, bah oui, dans cette école-là où j'ai fait un stage, il y en a, etc. etc. » Donc, il y a, alors c'est sans doute à analyser d'une double manière, à la fois comme une médiatisation de la question de la phobie scolaire et comme une multiplication des cas. Bon, voilà, il faut se poser la question. Moi, mon enquête ne me permet pas d'y répondre, mais en tout cas, l'hypothèse de la médiatisation de la phobie scolaire depuis le Covid est très forte et laisse entendre que du coup, il y a un levier d'action. À partir du moment où ils savent de quoi on parle, peut-être qu'on peut les sensibiliser aux réponses qu'on peut apporter. Donc ça, ce n'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Donc, c'est ça que j'avais commencé à développer en anticipant ce slide. Donc, les enseignants, les futurs enseignants, ont une vision étroitement scolarocentrée des origines du trouble, en fait. Alors, pour eux, d'ailleurs, c'est un trouble psychiatrique. Il n'y a pas de doute dans les définitions qu'ils donnent. Ils décrivent tous les effets de somatisation un peu spectaculaires qu'on connaît. Donc, ils ne connaissent pas les phobies scolaires à bas bruit, mais ils sont très alertés des crises de panique à l'entrée du collège, des vomissements, ce genre de choses-là. Et en gros, il y a 3 hypothèses qu'ils mettent en avant pour expliquer pourquoi l'école fait phobie scolaire. La première hypothèse, c'est celle du harcèlement. Bon, ça ne va pas vous étonner, mais ils disent, là où il y a phobie scolaire, il y a sans doute du harcèlement. Bon. Alors, on sait que ce n'est pas complètement vrai non plus, mais on entend que c'est la causalité qu'ils invoquent. Deuxième causalité qu'ils invoquent, le stress des résultats. Et ça, c'est intéressant. Que des enseignants se mettent à penser que les attentes de l'école puissent être anxiogènes, c'est peut-être le début de quelque chose. Quand je dis les attentes de l'école, c'est-à-dire tout le process d'évaluationnite permanente qu'on manifeste dans l'éducation nationale française, où un gamin est sans arrêt soumis à évaluation dans le but de sanctionner des apprentissages ou dans le but de l'orienter. Ça, ce processus-là, ils le reconnaissent comme étant stressant. Ça ne veut pas dire que même en tant que prof, ne feront pas des évaluations. Et oui, c'est ça la complexité du truc. Et troisième point qui intéressera les parents dont j'ai eu les témoignages sur Facebook, ils reconnaissent dans la non-conformité des élèves, donc c'est l'expression que j'utilise moi, c'est-à-dire des élèves non conformes sont plus susceptibles que d'autres de devenir phobiques scolaires. Non conformes, c'est-à-dire TSA, 10, HPI, HPE, enfin tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que là aussi, il y a la pénétration d'un thème nouveau. Des enfants qui ont des troubles à l'école sont plus susceptibles que d'autres de subir l'école. Ce qui laisse entendre qu'une idée se développe parmi ces jeunes enseignants, qui est une idée importante parce qu'à partir d'elle, on peut bosser, c'est l'idée d'une inadaptation de l'environnement scolaire à la diversité.
ce qui permet de ne plus uniquement engager la réflexion du côté d'une inadaptation de l'enfant. Ce n'est pas seulement l'enfant qui est inadapté. Il y a une inadaptation du milieu sur laquelle, du coup, on pourrait peut-être agir en formation. Moi, j'ajouterais à ça, c'est-à-dire, j'ajouterais à ce qu'ils disent en termes de oui, l'école y est pour quelque chose. Moi, je ne vais pas dire que l'école est cause de la phobie scolaire. Je vais juste dire oui, vous entendez les nuances, l'école y est pour quelque chose. Elle ne facilite pas les choses. Donc, de mon point de vue de chercheur en sciences de l'éducation, je dirais que l'un des facteurs aggravants, l'un des facteurs qui ne facilite pas la vie des élèves, c'est la permanence en France de ce qu'on appelle une forme scolaire extrêmement rigide, qui est parfaitement héritée de la forme Troisième République, c'est-à-dire que l'école de Jules Ferry, c'est l'école d'aujourd'hui. Les nuances sont très faibles entre ce qui se faisait et ce qui se fait maintenant. Là où dans des tas d'autres pays, les écoles ont profondément évolué, la nôtre reste figée dans des archétypes de fonctionnement qui, à mon sens, ne sont pas adaptés à la diversité des élèves telle qu'on la rencontre aujourd'hui et qui met à mal un certain nombre d'élèves par cette rigidité. À titre d'exemple, je racontais ça hier alors que nous buvions un peu de champagne, je racontais hier la visite d'un collègue portugais à qui on montre, l'inspection décide de faire visiter une école type chez moi, en Seine-et-Marne. Donc une école type, c'est une bonne école. Il est sorti de la visite absolument effrayé en me disant « Oh, mais c'est marrant, vous avez des écoles fascistes en France ». C'était parfaitement désagréable. Ça l'a beaucoup fait rire, ce qu'il disait là, parce que lui, justement, il disait que l'école telle qu'il l'a vu fonctionner, c'était l'école de Salazar au Portugal. Voilà. Et que nous fonctionnons comme l'école de Salazar. Des enfants qui passent leur temps à lever la main pour pouvoir oser parler, des enfants qui n'ont pas le droit d'aller faire pipi pendant les cours, des enfants qui descendent en randonnant dans les escaliers, qui s'arrêtent à chaque demi-palier pour reconstituer les rangs, etc. etc. Voici ce qu'il m'a décrit. Et tout ceci l'a profondément choqué. Bon, je donne ça à la réflexion générale, je ne sais pas si c'est choquant en soi. En tout cas, lui, ça l'a choqué. Et au Portugal, ils ont engagé une réforme inclusive de l'école très vigoureuse depuis plusieurs années. Autre point que moi je souligne, les difficultés des enseignants à chasser le modèle idéal qu'ils ont à l'esprit quand ils travaillent. C'est-à-dire que les enseignants sont encore pleins de l'idée qu'il existerait un élève sujet épistémique, élève moyen, voilà, un élève 100, qui serait apte à entendre, à recevoir le cours tel qu'on le transmet et qui, grosso modo, n'aurait ni trouble ni particularité et donc qui serait facile à enseigner. Bon. Donc, les enseignants, massivement, continuent à préparer leurs cours pour cet élève-là, qui n'existe pas, évidemment, mais qui est celui qui peuple leur esprit. Donc, évidemment, quand on fait des cours pour cet élève-là, il y a des chances que les autres soient plus ou moins, enfin, ceux qui ne sont pas tout à fait cet élève-là, soient plus ou moins en difficulté avec un tel cadre, pour le coup, didactique et pédagogique. Autre problème qui, moi, me semble créer les conditions d'une pression familiale, sociale et donc ensuite individuelle très forte, l'horizon du bac, c'est-à-dire, j'ai déjà dit, je ne vais pas le répéter, quoique, cette idée qu'on pilote l'entièreté du système scolaire par une épreuve finale, quoi qu'aménager aujourd'hui, édulcorée, etc., tout ce que vous voulez, mais qui va dire si vous avez réussi ou non une scolarité qui dure depuis le CP, ça me semble impropre à permettre à des enfants de venir à l'école l'esprit léger. Et moi, je me souviens très, très bien avoir reproduit ces gestes de pression sociale en disant à mes petits sixièmes, quand j'étais prof principal de sixième, je vous dis ça, j'étais encore jeune et con, je suis vieux et con maintenant, mais jeune et con à l'époque, et je disais à mes petits sixièmes, allez, on arrête de déconner, maintenant c'est le collège, il y a le brevet dans 3 ans, en 4 ans. C'était stupide quand on y pense. Et pour autant, c'est très exactement ce que nous faisions tous. Je me souviens de céder à la pression de la principale d'établissement qui nous disait, après j'étais PP de 3e, attention, l'établissement est noté au gap entre le niveau des élèves à leur entrée en 6e et les résultats au brevet. Il faut donc que vous mettiez le paquet sur les résultats au brevet. Et dans un langage un peu militaire, je la rassurais en lui disant, vous inquiétez pas, on va faire du drill cette année, donc de l'entraînement intensif. Donc, vous voyez comment j'étais moi-même pris dans une logique de dressage afin d'obtenir des résultats dont nous pourrions collectivement être fiers dans ce collège, et ce, au détriment d'élèves qui n'étaient pas en état, pour certains d'entre eux, de supporter une telle pression. Donc, j'interroge cette logique de la pression descendante au regard d'examens qui arrivent en fin de parcours. Et puis, autre point qui me semble incontournable, c'est cet esprit de disciplinarisation des corps et des esprits qui reste très présent dans le travail enseignant et qui rend les enseignants très incapables de comprendre qu'un enfant, ça a parfois envie de bouger.
Ça peut parfois ne pas tenir 6 heures en classe sans justement parler, que ça gigote, que parfois c'est rétif, que ça n'a pas toujours envie de faire des devoirs en rentrant à la maison après s'être tapé 6 heures d'anglais, français, maths et autres. Et ça, les enseignants ont toujours du mal à le saisir au nom de la valeur supérieure qu'ils accordent à l'éducation qu'ils dispensent à ces gamins-là. Là aussi, j'y vois moi, des facteurs possibles, non pas cause de la phobie scolaire, en tout cas d'aggravation d'un terrain qui serait déjà là. Voilà. Donc, si tout ceci contribue à construire une école dure aux vulnérables, c'est ainsi que je définis l'école française, une école qui serait dure aux enfants vulnérables, tous les enfants vulnérables ne tombent pas malades de l'école. Voilà, je n'aimerais pas que vous entendiez mon propos comme quelque chose de réductionniste. Cependant, j'attire votre attention sur cette dureté de l'école. Je crois que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Donc, je ne veux pas créer une légende noire de l'école française, mais en même temps, je n'aimerais pas qu'on se berce d'illusions. Je ne crois pas que l'école française soit la plus adaptée en ce moment dans les pays développés à accueillir la singularité des parcours des élèves et la vulnérabilité. Et il y a là un enjeu qui me semble majeur de développement pour l'avenir. Du coup, troisième et dernière question, qui sera plus courte, je surveille l'heure. Comment... J'ai Jimmy Lee Cricket à gauche, je les entends. Ah, j'enregistrais le match, je vous remercie. C'est pas vrai. Mais 1-0 pour les Pays-Bas, quand même. Ah, mais voilà, vous m'avez perturbé. Vous m'avez fait sortir de ma concentration. C'est pas sympa. Comment l'école pourrait-elle devenir un lieu apaisant pour les élèves? Alors, je dis apaisant vraiment dans une volonté de déconceptualisation. C'est vraiment le mot le plus faible possible que je pouvais utiliser. Mais voilà, avec donc, du coup, imaginez une dimension de prévention. Comment est-ce qu'on pourrait être dans une école qui préviendrait un certain nombre de décrochages ou de souffrances des élèves? Voilà la question que je me pose, auquel je vais apporter des réponses très rapides et qui sont juste des ouvertures pour qu'on en débatte collectivement. Alors, j'ai posé cette question aux étudiants, alors qui, eux, disent avec la foi du charbonnier, l'école doit devenir bienveillante. Ah bah oui, il ne manquerait plus qu'elle devienne malveillante. Hein. Moi, ça m'amuse, ces ministres qui écrivent des lois pour dire l'école est bienveillante ou que l'école doit être l'école de la confiance. Autant de pétitions de principe qui se heurtent à la réalité qu'on va saisir dans n'importe quelle classe si on va observer ce qui se passe réellement. Donc, la question serait plutôt comment on fait pour qu'une école soit un peu plus bienveillante, pour que les usages scolaires soient un peu moins rudes. Bon. Les enseignants disent, et là pour moi il y a un truc qui est un peu problématique, l'école doit rendre les apprentissages amusants et ludiques. Donc ils sont quasiment dans une forme d'inversion des valeurs. L'école doit rester le lieu où on apprend. Ce n'est pas Woodstock l'école, il ne s'agit pas d'inverser l'ensemble des trucs en disant demain on rase gratis. L'école doit rester un lieu d'apprentissage. Donc là les enseignants, un peu terrorisés par la fonction qui va être la leur, disent « Ouh là là, on va essayer de faire cool, on va jouer ». Bon, j'ai rien contre le jeu en termes d'apprentissage, mais l'enseignement, c'est aussi un peu de difficulté. Il ne s'agit pas de gommer cet aspect-là. Ils disent, là aussi, profession de foi un peu facile, elle doit mettre les élèves au cœur. Bon, on ne peut être que d'accord avec ça. Plus pertinent, les enseignants doivent développer leur capacité d'écoute et de communication. Voilà une opinion à laquelle je souscris bien volontiers. Être capable d'entendre les enfants, une oreille un peu clinique, ce à quoi les enseignants ne sont pas formés. On leur apprend à lire les programmes et les instructions officielles et à écouter la voix des IEN qui les notent. On ne leur apprend pas à écouter un élève. D'ailleurs, on leur dit qu'un élève, c'est quelque chose de dangereux qu'on pourrait se mettre à aimer, et ça, c'est pas bien. Donc, vous voyez, on est encore loin de l'idée d'être capable d'écouter. Beaucoup d'enseignants sont capables d'écouter, mais là, il faut appel à des ressources propres. Ce ne sont pas les ressources de la formation. En formation, on ne leur apprend pas à écouter. Ça me semble un axe de développement tout à fait majeur. Ils disent aussi, ces profs, autre évidence, l'école doit lutter contre le harcèlement, ça tombe bien, elle semble s'y mettre avec un peu plus de conviction. L'école doit valoriser et ne pas s'attarder sur les échecs. Là aussi, c'est une profession de foi intéressante, mais je me demande comment ils vont évaluer leurs élèves. Comment est-ce qu'ils vont justement valoriser? Est-ce que valoriser, c'est juste dire c'est bien? Bon. Est-ce que valoriser, c'est juste mettre 14 alors que ça vaut 8? Je me méfie aussi un peu de ce gimmick un peu facile autour de la valorisation. La valorisation, c'est un peu plus complexe que ça. Qu'est-ce qu'on fait pour que justement un enfant puisse s'emparer d'une compétence qu'il a réussi, qu'on lui souligne pour qu'il puisse ensuite la réinvestir? C'est ça, valoriser.
Bon, bah ça, les enseignants ne savent pas naturellement le faire. Et ils disent le cadre scolaire doit être sécurisant. Il suffit de fréquenter un peu un collège pour savoir que ce n'est vraiment pas le cas pour le coup. Hein. Le collège, c'est l'endroit dans lequel il y a des couloirs d'1,50 m de large où des petits sixièmes se font écraser par des grands troisièmes dans un rituel tout à fait ordinaire dont ils sortent bien maris et qu'ils répètent à leur tour quand ils deviennent des troisièmes. Donc la sécurité, le cadre sécurisant au collège, bon, là aussi il y a du travail, et c'est un travail qui d'ailleurs nous inviterait à réfléchir à l'architecture même de ce qu'est un établissement scolaire. Réflexion qu'on s'économise d'avoir parce qu'elle est financièrement coûteuse, bien évidemment. Mais tous les pays qui ont mis en œuvre des réformes inclusives de leur école réfléchissent au bâti scolaire. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre ce qu'est l'école en termes de construit, en termes d'architecture, et justement ce qu'elle permet de fabriquer comme sentiment de bien-être chez les enfants. Bon, nous, on travaille dans des bâtiments qui sont faits sur des normes d'avant. Donc, ce qu'on comprend, alors là, c'est vraiment écrit petit, je ne sais pas si vous lisez. Ouais. Là, moi, je lis, je vais faire semblant de lire, en fait. Ce que moi, j'entends, c'est que d'une certaine manière, ces jeunes profs commencent quand même, et c'est un point positif, à être sensibilisés à la question du climat scolaire. Alors, pourquoi ils commencent à y être sensibilisés? Parce que l'objet climat scolaire, c'est un objet que des chercheurs en sciences de l'éducation ont réussi à implémenter dans les formations. Donc là, dans les nouvelles formations depuis le nouveau master là, qui est en œuvre depuis 2 ans, on parle climat scolaire. Donc on commence à faire réfléchir les enseignants, les enseignants à ce qu'un bon climat permet aux élèves de réussir. Hein, que la variable pression sur les élèves n'est pas la seule qu'on puisse faire valoir. Bon, donc ça, c'est plutôt positif. Mais moi, j'ai une nuance très forte parce que ces intentions-là me semblent très fortement gauchis quand les enseignants arrivent sur le terrain et là, ils vont réellement se professionnaliser au contact de leurs pairs. Et c'est là la difficulté. C'est-à-dire qu'entre les mots d'ordre qu'ils entendent en formation et ce qu'on leur dit sur le terrain quand ils arrivent, il y a là un biais énorme, une distance énorme, et c'est le terrain qu'ils croient, évidemment. C'est leur père qu'ils croient, ce n'est pas la formation. Et donc, très vite, quand on suit ces jeunes profs dans les années N+1, N+2 de leur formation, très vite, on voit qu'ils ont abandonné le discours généreux qui était les leurs et qu'ils adoptent les gestes professionnels qui sont ceux de leurs pairs plus expérimentés. Or, ces gestes, justement, sont ceux qui posent problème, à mon sens. Donc, ce modèle de formation par les pairs est, à mon sens, une grande difficulté qui implique un effort drastique de formation continue des enseignants en place si on veut qu'eux puissent être vecteurs de changement. Mais là, évidemment, vous entendez que le bas blesse financièrement. Donc, la puissance d'inertie du système permet difficilement le changement. C'est le constat diagnostique un peu pessimiste que je fais. Alors, qu'est-ce que je vais, moi, proposer à partir de ce qu'ils disent et avec mon point de vue de chercheur? Moi, je crois absolument nécessaire de travailler les compétences psychosociales des enseignants. Ça commence à venir et je pense que là, il y a un horizon favorable. Les compétences psychosociales, c'est cette capacité à accueillir l'autre, un peu d'empathie, voilà, essayer de penser comme l'autre pense, se mettre à sa place, ce genre de choses-là. Des choses que les enseignants n'avaient pas à leur programme. Ça commence à venir. Bon, pourquoi pas? Mais tout ceci ne suffit pas, à mon sens, et c'est là où je fais des propositions qui sont sans doute qui ont une certaine forme de radicalité, si en même temps il n'y a pas des changements structurels dans l'école. Donc, je vais vous les égrener de la manière suivante. Ce sont des propositions de réflexion qui sont inspirées par mon expérience des systèmes inclusifs hors de France. C'est-à-dire comment d'autres pays que le nôtre se sont mis à réfléchir justement à offrir une scolarité à la fois inclusive et plus accueillante à la diversité des élèves. Première réflexion, il faudra en terminer avec la notion même de classe. Dans les pays où l'école inclusive existe, les classes ont été remplacées par des cycles. Les cycles ont un intérêt majeur, c'est qu'ils laissent aux enfants le temps de se développer. L'idée selon laquelle tous les enfants apprennent la même chose au même âge pendant 1 an n'a aucun sens d'un point de vue de la psychologie du développement. En revanche, laisser, comme il se fait maintenant en Finlande, des cycles de 3 ou 4 ans aux enfants pour acquérir des compétences, laisse à ces enfants-là le temps. Et du coup, on fait moins d'écrémage. Nous, au bout du CP, on a des enseignants qui disent à des gamins, même pas au bout du CP d'ailleurs, au bout de 4 mois à Noël, qui disent aux parents, je me demande si votre enfant il va pas développer une dyslexie. Un orthophoniste honnête dira qu'il faut attendre je ne sais combien de mois pour qu'on puisse commencer à évoquer l'idée même d'un diagnostic.
Mais vous voyez, cette idée qu'à tel âge, on apprend à lire, ça fabrique l'exclusion de ceux qui ne sont pas dans ce moule-là, ceux qui ne sont pas le sujet épistémique. Bon. Il faudrait, à mon sens, aussi revoir la culture de l'évaluation. C'est-à-dire qu'évaluer, ce n'est pas juste mettre un tampon, une note en rouge ou un commentaire un peu sympathique ou pas sympathique. C'est apprendre à valoriser ce que construisent les élèves et la manière dont ils peuvent le réinvestir, et donc évidemment éviter de les casser ou uniquement évaluer pour les orienter. Il s'agirait également de redéfinir les finalités de l'école. Que fabrique-t-on à l'école? Un élève capable de passer le bac ou un élève qui va bien et qui se prépare à devenir un adulte? Bon. Les deux ne sont peut-être pas excluants l'un de l'autre, hein, mais j'ai l'impression qu'on a fait le choix du premier. Développer les compétences psychosociales, je l'ai dit pour les enseignants, mais il faut aussi les travailler chez les élèves. C'est ce que fait le Danemark de manière obligatoire. Hein. Les élèves danois sont instruits de ce qu'est l'empathie très tôt et travaillent en groupe, apprennent, etc. Ce qui, évidemment, crée chez eux des environnements beaucoup plus favorables à la diversité. Ils ont le sens de ce que l'autre n'est pas immédiatement assemblable, mais qu'il a sa place avec moi. Il s'agirait aussi de valoriser la coéducation. J'entendais tout à l'heure que dans les TCC, on parle de co-thérapeute en parlant des parents, si je ne dis pas de bêtises. Ben oui, bien évidemment, et je plus sois, et je dirais que dans l'éducation, il s'agirait aussi de penser les parents comme de co-éducateurs. Ils participent du projet d'instruction et d'éducation de leur enfant, voire même ils le précèdent historiquement. C'est par eux que ça commence. Les exclure ne me semble pas de bon sens. Et il faudrait sans doute réaffirmer aux collègues, à mes collègues, que les parents sont, sauf déviance évidemment, hein, les premiers experts de leurs enfants. Ce sont évidemment les parents d'enfants TSA qui savent comment on communique alors avec leurs enfants TSA. Donc c'est d'eux qu'un enseignant a à apprendre quelque chose. Donc il y a peut-être là aussi à ouvrir les portes de l'école et à cesser de créer ces murs, hein, ces séparations fictives entre des enseignants marbrés dans leur savoir et leur mission et des parents dévalorisés parce qu'ils seraient possiblement de mauvais parents. Revoir les rythmes scolaires, j'ai presque fini. Oui, on le sait, les rythmes scolaires ont été fabriqués au XVIIIe siècle pour le monde rural. Les vacances ont été créées pour satisfaire aux besoins de la paysannerie. On a créé les grandes vacances pour que les moissons et les vendanges puissent être faites par les enfants des paysans. C'est ça l'origine des vacances. On est 150 ans plus tard, il y a 2% de paysans en France, le système n'a pas bougé. Les vacances sont aujourd'hui faites pour les vendeurs de vacances. Et on sait que des semaines extrêmement condensées de cours sont préjudiciables aux enfants et que si on respectait leur rythme, plus de semaines de cours dans l'année, moins d'heures dans la semaine, des apprentissages fondamentaux plus tôt le matin, des activités autres l'après-midi, seraient davantage favorables au développement harmonieux. Là encore, on se heurte à des murs, qu'ils soient du type économique, hein, que vous comprenez bien, mais aussi le corporatisme des enseignants, bien entendu, hein, qui tiennent à leurs vacances. Et enfin, c'est mon dernier point, il s'agirait également de déconstruire un certain nombre de croyances sur l'existence d'un sujet, d'un enfant idéal, d'un type de l'élève pour lequel finalement nous n'aurions pas d'effort à faire en termes de construction de nos cours. Et il s'agirait de développer l'idée que ce qui est normal, c'est la diversité, et que voir que ce qui est normal, c'est la singularité de chacun, et donc le côté chaotique des parcours. Finalement, est-ce qu'ils sont si nombreux que ça, ces enfants qui vont tout droit? Plus ça va, moins je le crois, et il y aurait lieu de faire en sorte que les enseignants ne le croient pas également. Ben voilà, je crois que j'en ai terminé. 65 minutes, c'est pas mal.